La Fondation Robert Schuman a été créée au moment de la chute du mur de Berlin. En réalité, un petit groupe de personnalités éminentes qui avaient travaillé avec Robert Schuman, le président du Sénat pendant plus de 25 ans, Alain Poher, avait été à son cabinet, le député Jean Settlinger, député de Bitsch, en Lorraine, avait lui aussi collaboré avec Robert Schuman. D'autres l'avaient connu, Raymond Barre, Michel Albert, Jean-François Poncet, René Monory, qui est devenu ensuite président du Sénat, avait été sollicité dès avant la chute du mur, par tous ces mouvements populaires qui ont contribué à la chute du communisme dans l'Est européen. Et donc ils étaient sollicités, interpellés par des personnalités qui s'appelaient Lech Walesa, Václav Havel, Dubček et d'autres, Joseph Antal en Hongrie, qui cherchaient à se rapprocher de l'Europe et cherchaient des contacts avec des personnalités françaises et européennes. Et c'est une multiplication de ces demandes de contact qui a conduit ces personnalités à essayer de s'organiser pour mieux conduire en quelque sorte leurs relations avec ce qui s'apparentait, ce qui devenait de nouvelles démocraties qui se libéraient du joug totalitaire communiste à l'époque. Et donc, naturellement, ces personnalités se retrouvaient dans la démarche de Robert Schuman qui, je le rappelle, le 9 mai 1950, en tendant la main aux adversaires d'hier, les Allemands, essayait de jeter les bases de ce qui deviendra la communauté européenne, puis l'Union européenne, à travers, à l'époque, le partage de l'énergie, charbon et acier, qui était indispensable pour reconstruire l'économie des nations européennes qui étaient ruinées, voire ravagées par la guerre. C'est ainsi que la Fondation s'est trouvée, à travers ces personnalités, engagée dans la plupart des élections libres, des premières élections libres qui se tenaient dans ces pays. Et notamment, mon prédécesseur à la tête de la Fondation, le sénateur Louis Young, présidait à l'époque l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui présidait aux commissions chargées de surveiller ces premières élections libres, d'envoyer des parlementaires, des magistrats, des juristes pour faire en sorte que ces premières élections libres se déroulent correctement. Et c'est ainsi que la Fondation, naturellement, est née de cette demande, de cette agitation pro-démocratique et pro-européenne sur les confins est de l'Union européenne d'alors. À l'époque, la communauté européenne n'était pas du tout préparée à cet élargissement et cette démocratisation subite voulue par les peuples qui avait été entamée déjà dans les années 80 en Pologne avec la révolte des chantiers navals, a pris tout le monde par surprise. Et bien sûr, les diplomaties européennes elles-mêmes avaient à faire face à des demandes de soutien, d'appui, de compréhension, d'explication de la part de personnalités qui, pour la plupart, avaient été des dissidents sous la période soviétique. C'est une communauté européenne, donc non préparée, comme la plupart des diplomaties mondiales, à cet effondrement non seulement du mur de Berlin, mais aussi de l'Union soviétique, qu'il fallait faire face avec des idées nouvelles. Et donc, c'est largement à travers des parlementaires, députés, sénateurs, beaucoup, c'est un groupe de sénateurs qui est à l'origine de la création de la Fondation, se sont rendus dans ces pays pour soutenir les démocraties naissantes.
Et donc j'ai toute une série de souvenirs extrêmement précis. Les premières élections libres, je crois en 1990, en Tchécoslovaquie, qui existait encore, nous avons participé, j'ai participé comme observateur, dûment référencé par le Conseil de l'Europe, à la campagne électorale et au scrutin, qui se déroulait d'ailleurs sur 2 jours, qui se déroule d'ailleurs toujours sur 2 jours en République tchèque. Et donc, je me souviens avoir été un observateur qui avait été envoyé dans le journal ex-gouvernemental qui s'appelait La Pravda pour essayer de vérifier si la campagne électorale se passait dans de bonnes conditions ou s'il y avait encore des interférences avec des partis politiques, notamment le Parti communiste de l'époque. Je me souviens que la première soirée électorale en République tchèque, nous l'avons passée avec des députés et des sénateurs britanniques, américains, français, avec Václav Havel, en fêtant les premières élections libres et le triomphe des partis démocratiques. Nous avons fait cela, accompagné ces démocraties dans la plupart des États européens qui se libéraient du communisme et qui découvraient la démocratie parlementaire. Ensuite, nous avons été sollicités pour nous implanter dans ces pays-là. Et la première implantation de la Fondation, ça a été à Kaunas, en Lituanie, à l'initiative du Quai d'Orsay d'ailleurs, qui nous avait incités à venir soutenir l'ambassadeur de France fraîchement nommé, Philippe de Surmain, en Lituanie. Lituanie que la France avait été la première à reconnaître l'indépendance. C'était un geste très fort du président de la République, François Mitterrand. Et nous étions là en essayant d'imaginer comment collaborer, aider ces peuples qui se libéraient. En Lituanie, la première chose que nous avons faite, c'est de créer une fondation Robert Schuman à Kaunas, qui avait été la capitale de la Lituanie entre les 2 guerres, qui ne l'était plus, qui était assez frustrée d'avoir perdu le siège du gouvernement, mais qui est une grande ville qui a été d'ailleurs illustrée par capitale de la culture il y a peu de temps. Et nous avons créé là, dans les anciens locaux du Parti communiste qui avaient été abandonnés, une fondation Robert Schuman à partir d'un noyau de petites personnes, de personnalités, un petit noyau de personnalités qui étaient francophones, francophiles, qui rêvaient de retrouver les liens que la France avait entretenus avec les pays baltes entre les 2 guerres, et qui étaient des liens très étroits. Nous avons fait cela dans les 3 pays baltes, où une partie d'ailleurs de mon cœur est restée, puisque j'ai pu toucher du doigt au quotidien combien il était difficile de reconstruire tout un État lorsque votre État avait été nié et bafoué. C'était le cas de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie. Il y avait là des personnalités exceptionnelles. En Lettonie, Sandra Kalniete, qui deviendra la ministre des Affaires étrangères de son pays, qui sera ambassadrice à Paris, qui avait participé à la grande chaîne humaine qui, de Vilnius à Tallinn, avait ébranlé le régime communiste, et qui est aujourd'hui députée européenne, et qui est une femme tout à fait exceptionnelle, qui était née au Goulag, où les parents avaient été exilés par le pouvoir communiste, et qui est resté jusqu'à la mort de Staline. Donc, à la fois des souvenirs et une grande émotion d'avoir vécu cette libération, et, comment dirais-je, des leçons que la Fondation en a toujours tirées en étant auprès des citoyens, en comprenant ce qu'ils avaient en tête et dans le cœur, des histoires mouvementées, des drames horribles. Les États baltes ont été occupés plusieurs fois pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, d'abord donnés par les nazis
au terme du pacte Molotov-Ribbentrop au dictateur Staline, puis ensuite conquise par les armées allemandes et enfin réoccupée par l'armée rouge. Et donc, à chaque fois, des déportations, des crimes horribles. La communauté juive dans ces pays-là, qui était très forte, Vilnius en Lituanie était la Jérusalem du Nord, et des communautés juives complètement éradiquées, des élites systématiquement brimées, déportées. On comprend aujourd'hui combien, pour le projet européen, la libération de ces pays est un accomplissement extraordinaire, et on comprend aussi mieux leur sensibilité. Je pense à la manière dont ils craignent la Russie, leur prévention à l'égard de la Russie, avec qui il faut bien discuter, car le procès du communisme n'a jamais été fait, comme le procès du nazisme a été fait, et donc vraisemblablement, pour l'inconscient collectif, et même la conscience des peuples, c'est quelque chose qui pèse encore sur la diplomatie et sur le sentiment, voire le ressentiment des peuples de ces États. Nous allons célébrer les 30 ans de la création de la Fondation, et quand je jette un regard rétrospectif sur l'Europe et sur la Fondation, je me dis que ce n'est pas le même monde. Depuis la chute du mur, la fin de l'Union soviétique, du totalitarisme dans l'Est de l'Europe, l'Union européenne a considérablement évolué. Les solidarités se sont fortement renforcées. Les conditions de vie elles-mêmes dans les États nouvellement libérés démontrent à elles seules, par leur amélioration, la justesse et du projet européen. Des villes entières, des vies entières ont été complètement transformées. Des peuples entiers, plus de 70 millions à l'est de l'Union européenne, ont intégré un système démocratique, un système de liberté, qui bien sûr n'est pas parfait, mais qui a apporté la sécurité, la stabilité, la prospérité, et surtout la liberté. Et je n'arrive pas encore, dans mes pires rêves, à imaginer comment c'était, y compris en Allemagne de l'Est, avant la réunification. Et donc, je pense que ce plébiscite des peuples européens, il est justifié par ce qu'on voit, ce qu'on constate. Il suffit de comparer les photos de toutes les capitales européennes, Bucarest, Budapest, Varsovie, Vilnius, avec ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, des villes européennes normales, avec des gens qui vivent pas toujours aussi bien qu'on le voudrait, mais qui vivent 1000 fois mieux qu'avant. Et donc je ne pourrai jamais comprendre ceux qui ont une nostalgie de la période de la guerre froide. Car avant toute chose, avant la raison d'État, avant la diplomatie, il y a la condition des hommes, il y a la personne humaine, il y a la liberté d'avoir une famille, la liberté d'appartenir à un parti, de croire à une religion ou de ne pas croire. Et ça, c'est ça que l'Europe a apporté à des peuples entiers. Elle l'avait fait pour la Grèce, elle l'avait fait pour l'Espagne avant, et le Portugal. Et là, c'est 70 millions d'habitants, 70 millions de personnes, dûment éprouvées par l'histoire récente, laissées du mauvais côté du rideau de fer par les accords de Yalta et de Potsdam, qui se retrouvent au sein d'une communauté solidaire où les transferts financiers font que, petit à petit, tout le monde s'équilibre, les niveaux de vie s'équilibrent, les pratiques s'équilibrent. Alors parfois, certains sont en retard. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a dans certains États membres le retour du populisme, des vieux démons un peu antidémocratiques.
Mais, comment dirais-je, bien sûr, je les condamne, bien sûr, je suis pour l'état de droit et le respect de l'état de droit, mais j'ai aussi une pensée compréhensive pour ce que ces peuples et ces États ont vécu. Il ne faut jamais oublier d'où ils viennent avant de les juger. Et de toute façon, il ne faut pas juger les peuples. Il faut peut-être de temps en temps condamner les gouvernements ou les régimes, mais jamais les peuples. Et donc cette réunification de l'Union européenne, pour moi, c'est quelque chose de miraculeux et d'extraordinaire. La deuxième chose qui me frappe, c'est l'évolution des travaux de la Fondation Robert Schuman. À l'origine, elle a tendu la main, un peu au nom de la France, mais au nom de l'Europe aussi, à toutes ces nouvelles démocraties, mais elle a complètement changé de braquet, de manière de travailler. Au début, il s'agissait d'aider par des bourses des jeunes espoirs de ces démocraties, par le financement de projets très concrets pour essayer de trouver petit à petit une marche vers les critères démocratiques que nous connaissons et que nous vivons tous les jours. Aujourd'hui, la Fondation, et c'est un peu ce qu'ont voulu les fondateurs en me portant à la présidence, elle est devenue un véritable think tank, c'est-à-dire un laboratoire d'idées sur les politiques européennes, et grâce à des collaborateurs et des collaboratrices particulièrement pointus, agiles sur le plan intellectuel, d'essayer de faire vivre une réflexion pour toujours améliorer les politiques européennes. La construction européenne est une construction inachevée qu'il faut en permanence améliorer. On voit combien c'est difficile, parce qu'il faut l'accord de tous les États membres, que ça relève de négociations diplomatiques souvent difficiles, que les traditions nationales sont très fortes. Mais regardez ce que nous avons fait. Nous avons aboli les frontières internes. Nous avons des programmes de solidarité européenne. J'ai fait le compte. La Pologne, par exemple, a reçu depuis 2007 plus de 170 milliards d'euros de transferts pour l'aider à se mettre à niveau. La Hongrie, plus de 65 milliards. Ce sont des transferts qui démontrent une solidarité bien supérieure à tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. C'est notre intérêt de nous développer ensemble et en commun, c'est pour ça que nous le faisons, mais c'est aussi au nom des valeurs de l'Union européenne. Et donc la Fondation a adapté ses travaux et elle est devenue davantage un think tank qui essaie de contribuer intellectuellement à l'amélioration tous les jours des politiques européennes. Il y a beaucoup à faire. Nous sommes parfaitement conscients qu'il y a encore énormément de travail à faire parce que préserver nos identités nationales auxquelles nous sommes très attachés et que certains à l'Est ont retrouvé, ils sont encore plus attachés que nous, et en même temps essayer de mettre en commun ce que nous faisons mieux à plusieurs que tout seul. C'est un pari qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Unifier pacifiquement un continent, ça ne s'est jamais produit. Et donc c'est aussi un exemple pour le monde. Et comme disait Edmond Husserl, l'Europe c'est pour le monde qu'il faut la faire. Et donc la Fondation s'efforce de toujours contribuer à son amélioration par ses réflexions, par son anticipation, en trouvant un peu partout des contributeurs, experts, spécialistes, jeunes académiques qui ont des idées pour essayer d'améliorer l'Europe. C'est ça que nous faisons au quotidien. Nous sommes un agent d'influence au profit de l'Union européenne, désintéressé, qui ne défend aucun autre intérêt que l'intérêt collectif et commun des nations européennes.